Heureuse de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de cet entretien qui est exclusivement réservé au bien-être, c'est-à-dire nous parlons de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler du rein sur ce plateau. Le rein peut être le siège de différentes maladies susceptibles d'altérer fortement et durablement son bon fonctionnement et pouvant aller jusqu'à sa destruction. Et près de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'une affection rénale. En l'absence de symptômes, les pathologies liées aux reins sont souvent détectées trop tardivement et faute d'une prise en charge assez précoce et adaptée. De nombreux malades sont donc obligés d'avoir recours à la dialyse. Comment protéger son rein au quotidien? Comment reconnaître les maladies du rein? Comment s'alimenter au quotidien pour ne pas endommager son rein? Ils sont confortablement installés dans nos locaux, juste à ma gauche et à ma droite. Nous avons sur ce plateau le docteur Dosuyovo Hébert. Il est médecin interniste et d'ailleurs promoteur de la clinique Rafa de Porto-Novo. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce plateau. C'est un réel plaisir pour moi. Notre deuxième invitée est une nutritionniste, Réjeanne Abada. Bonsoir Réjeanne. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Je vous remercie également. Alors, docteur Dosuyovo, comment peut-on définir le rein et comment fonctionne-t-il? Le rein est un organe noble. Il est pair et est situé de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est un organe qui pèse environ 400 grammes et est constitué d'environ 2 millions de néphrons. Le rein joue 4 différents rôles. Le premier? Il y a un rôle d'épurateur. Ça nous permet de fluidifier, d'épurer le sang de tout ce qu'il y a comme déchets. Il y a un rôle qui permet de maintenir la tension artérielle normale. Il y a un rôle endocrinien, c'est-à-dire qui produit des hormones, l'érythropoïétine, qui entre dans la constitution de la moelle osseuse pour qu'il y ait production d'hémoglobine. Et il y a aussi un rôle de filtration. Donc voilà les 4 rôles du rein que nous avons cités. Vous venez de parler des 4 rôles que joue cet organe dans le corps humain. Vous avez également parlé d'où il est situé, mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus en donnant un peu plus de précision sur là où le rein est situé pour permettre aux téléspectateurs d'avoir une certaine clairvoyance? Ces 2 organes qui se situent de part et d'autre de la colonne vertébrale, un peu dans les lombes, c'est-à-dire un peu en dessous des côtes. Mais c'est derrière que se situent les reins, de part et d'autre de la colonne vertébrale. D'accord. Avant de vous poser la question de savoir comment protéger son rein, pouvez-vous nous dire en quoi consiste la protection du rein? Protéger son rein, ça veut dire qu'il faut permettre au rein de jouer son rôle, ces différentes fonctions qu'il le faut. C'est-à-dire prendre les dispositions nécessaires pour ne pas entraver le bon fonctionnement du rein. J'ai dit tout à l'heure que le rein est constitué d'environ 2 millions de néphrons. Et quel rôle jouent ces néphrons? Ils permettent la filtration du sang. Pour que le sang, parce qu'il y a environ 180 litres de sang qui passe chaque fois dans le rein. Au quotidien? Au quotidien. Le rein fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, et il filtre ce sang chaque fois pour retenir les déchets et libérer le sang normal dépourvu de déchets dans l'organisme. Et c'est ça qui fait le tour dans tout l'organisme, qui revient encore au niveau du rein, qui filtre encore pour retenir les déchets qui sont l'azote ou bien la créate, pour que le sang dépourvu de tout déchet puisse aller maintenant au niveau des autres organes pour que l'organisme puisse continuer de bien fonctionner. Alors, ce système que vous venez d'expliquer, est-ce que ça a un rapport avec l'urine? Je suppose que l'urine et le rein, il y a nécessairement un certain rapprochement. C'est en filtrant le sang que le rein, lui, récupère l'urine qui va au niveau de la vessie et le reste du sang qui est de bonne qualité retourne dans l'organisme. Environ 1 à 2%
du sang total filtré. J'ai dit tout à l'heure que le rein filtre environ 180 litres de sang. 1 à 2%, ça fait 1 litre 5 à 2 litres qui sont sortis, qui sont éliminés comme urine que nous évacuons. D'accord. Alors, Réjeanne Bada, y a-t-il des aliments qui détruisent le rein? Alors, bien qu'il n'y ait pas d'aliments qui soient mauvais ou interdits pour la santé, nous devons quand même faire attention à ne pas consommer exagérément les aliments qui sont riches en sodium, les aliments salés, les aliments en conserve notamment et tout. Les aliments riches en protéines également. Riches en protéines, donc riches aussi en phosphore. Et également faire attention avec nos boissons, nos tisanes. Tout ce que nous consommons. Voilà. D'accord. Alors, quel gramme de protéines doit-on consommer par jour? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de protéines. Quel gramme de protéines un être humain doit consommer par jour? Alors, un adulte doit prendre 0,8 grammes par kilogramme par jour. C'est un ensemble de... comment oui, c'est réparti pour toute la journée. Selon le poids corporel de l'individu devra prendre 0,8 grammes par kilogramme par jour pour un adulte. Alors, quels sont les aliments qui protègent le rein et qu'il faut consommer régulièrement? Déjà, il faut privilégier les fruits et légumes, privilégier les aliments riches en potassium, les fruits et légumes notamment, en prendre suffisamment et s'hydrater. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de fruits pour permettre aux téléspectateurs de ne pas trop... Oui, nos fruits et légumes de saison, l'orange, l'avocat, la pomme, nos légumes que nous connaissons, tomates, oignons, même nos légumes feuilles. D'accord. Piment, amandes vivet, tout ça, forte-tête. D'accord. Forte-tête, bon, nous allons y revenir. Docteur, dites-nous, le rein, c'est vrai, c'est un organe vraiment sensible et autres, mais est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein? On peut très bien vivre avec un seul rein. Il y a des gens qui naissent même avec un seul rein. Ah ouais? Ou qui, au cours de leur existence, l'un des reins tombe en panne. Le second prend le relais sans qu'on ne s'en rende même pas compte. Il y a la transplantation rénale qu'on fait dans les pays avancés où on peut donner un de ces reins parce qu'on peut vivre naturellement. Le seul rein suffit pour jouer le rôle nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, quand est-ce qu'il faut faire recours à la dialyse ou même au don de rein? Avant d'arriver à cela, ça veut dire que le rein ne fonctionne pas. Et si le rein ne fonctionne pas, c'est dû à quoi? Soit c'est une obstruction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est venu boucher la filtration glomérulaire, c'est-à-dire les néphrons qui ne fonctionnent plus, ou c'est ces néphrons même qui, naturellement, en fonction de l'âge, les néphrons pètent et meurent. Il y a certains néphrons qui meurent. Mais si on prend des aliments ou on prend des dispositions qui entravent l'évolution réelle de ce rein, il peut y avoir un blocage au niveau de ce rein. Soit c'est un calcul qui est à un niveau qui bouche ces néphrons, donc ils ne peuvent plus filtrer l'urine et cela va entraîner un blocage du rein. Soit on a dit maintenant qu'il faut au moins 180 litres qui passent tout le temps dans l'organisme. Si on ne boit pas, on fait la diarrhée et vomissement, on perd beaucoup d'eau, ou on fait une hyperactivité et on perd beaucoup d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'organisme, le sang ne circule pas correctement, donc la quantité d'eau qui serait filtrée par le rein n'est pas suffisante, donc ça va entraîner un ralentissement au niveau du rein et bloquer son bon fonctionnement. Et quand on n'agit pas rapidement, cela peut amener à une destruction totale du rein. Et comme ça, le rein n'arrive plus à séparer, à éliminer les déchets produits par les muscles. Et cela entraîne alors une insuffisance rénale chronique pour déboucher sur une dialyse en ce moment. D'accord. Alors, docteur, avant de continuer, nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément témoin réalisé par une équipe de télé-hémicycle sur le rein. Le rein, c'est ça qui nous tient debout. Si vous voyez quelqu'un tordu, penché, courbé, c'est parce que son rein a déjà des problèmes il y a longtemps. Et pour pouvoir aider le rein à bien fonctionner, buvons beaucoup de l'eau au cours de la journée. Le soir,
lorsqu'on est proche d'aller se coucher, on peut réduire notre manière de prendre de l'eau. Mais du matin jusqu'au soir, nous devons prendre beaucoup de l'eau, au moins 5 à 6 litres par jour. Là, ça va aider notre moteur interne à bien travailler sur les aliments et bien moudre cela pour qu'on ait dégagé dès qu'on va à la selle. Donc, il faut prendre beaucoup de l'eau. C'est comme ça aussi, il faut aussi au cours de repas, si tu as vu que tu as déjà fait un moment et il y a trop d'intervalle entre tes aliments ou tes moments d'appétit, il faut boire de l'eau d'abord avant de commencer par consommer la nourriture. Là, ça va faciliter l'estomac à bien faire son travail. C'est un organe fondamental pour notre organisme. Aujourd'hui, nous ne savons pas entretenir ces reins-là et parfois nous tombons sous le coup de plusieurs maladies parce que les reins sont à l'origine de plusieurs maladies. C'est pourquoi il est constaté aujourd'hui déjà à bas âge, les gens commencent par traîner ces différents maux qui finissent par emporter, même pas décimer nos populations. Aujourd'hui, pour maintenir les reins en bonne santé, en parfaite santé, il y a beaucoup d'astuces. Ce que je sais, d'abord, il faut voir, très souvent on nous dit, chaque matin, on peut même boire de l'eau à jeun. Ça permet d'évacuer les éléments toxiques que nous avons dans nos veines, que nous avons dans l'organisme, et l'eau joue ce rôle important. Secondo, avec l'eau propre, l'eau potable, on peut traiter les problèmes de reins. Comment? 30 minutes avant de manger, si vous voulez manger, 30 minutes avant, on peut boire un verre d'eau propre. Ça permet d'éliminer les déchets qui peuvent s'accumuler au niveau des reins. L'autre astuce pour nettoyer ces reins, c'est par rapport à l'usage de feuilles de basilic africain, ce que nous appelons en fond chayoma. Avec ces feuilles, on peut traiter les problèmes de reins. Comment on fait ça? La préparation est celle-ci. Vous découpez les feuilles de basilic africain, chayoma là, vous les découpez en bouquets et vous les rincez proprement. Vous les rincez proprement et vous les mettez dans une casserole. Pendant 10 minutes de préparation au feu, vous recueillez la décoction et après vous filtrez pour enlever les déchets. Si vous filtrez, vous déposez la décoction. L'eau se refroidit. Après, vous commencez par prendre une tasse par jour. Pour entretenir les reins, tout débute par l'alimentation. Puisque lorsque vous avez une alimentation saine, vous allez prévenir ces maladies. Et lorsque vous avez déjà ces maladies, il est aussi important de suivre les interdits alimentaires. Tout ce que l'on vous conseille, il faut les éviter. Il faut suivre à la lettre les recommandations des agents de santé pour le bien-être. Et il faut aussi beaucoup boire de l'eau. Et il faut prendre assez de fruits et des légumes. C'est vraiment important pour le bien-être. Il y a un de nos intervenants qui s'est carrément transformé en médecin avec une recette de tisane. Nous allons revenir sur ça. Mais docteur, dites-nous, beaucoup de maladies du rein démarrent sans symptômes apparents. Qu'est-ce qui explique cette action silencieuse du rein au point de détruire l'organisme jusqu'à un niveau donné? Ok, merci madame. Mais avant de répondre à votre question, je tiens à réagir par rapport au à l'élément. D'accord. Surtout par rapport à la première personne qui a dit que c'est le rein qui nous maintient debout. Courbé, assis, debout. En fait, il y a un abus de langage qui se tient au niveau de la population. J'ai mal au rein, j'ai mal au rein. Mais non, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas mal au rein. C'est la colonne vertébrale j'allais vous qui poser nous la maintient question. Debout. Et les reins, quand vous commencez par on ne peut pas avoir mal aux reins tout le temps, ce n'est pas possible. Eh bien, on a mal où justement? C'est la colonne vertébrale. Et
au niveau de la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière qui est là. Donc, ça projette la douleur. On sent. C'est pour ça qu'on le ressent ici. Sent, oui. Au bas du dos. Au bas du dos, on sent. Mais le rein n'est même pas au bas du dos. Le rein est plus en haut, en hauteur que ça. Donc, mais on se dit, on a mal au rein, on a mal au rein. C'est tombé dans le langage courant, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Deuxième élément, il est en termes de quantité d'eau à prendre. Voilà. Il a dit qu'il faut prendre 6 à 7 litres d'eau. Quelle est l'importance de la consommation de l'eau pour pouvoir protéger son rein ou quel rôle ça joue exactement? L'eau est indispensable à l'organisme. Et ça commence déjà par le tube digestif. Parce que quand on boit de l'eau, ce n'est pas le tube digestif que ça entre, la bouche. Et ça permet à ce qu'il y ait une bonne digestion, une digestion rapide. Parce que plus il y a de l'eau, plus les aliments vont se... Il y a du liquide, il y a la chyle vont se former correctement. Il n'y aura pas une compression pour que les gens... Parce que très souvent on dit, je trouve de la constipation, j'ai du mal à digérer, parce qu'on ne boit pas. Et plus il y a l'eau, ça permet d'augmenter le volume de matière chyle qui va évoluer vers les selles. C'est quoi les chyles? C'est la transformation de l'aliment au niveau de la bouche, les différentes étapes de la transformation du bol alimentaire. C'est la transformation de l'aliment au niveau du tube digestif, au niveau des villosités qui passent maintenant dans le sang avec l'eau en même temps pour que ça puisse maintenant augmenter le volume d'eau au niveau du sang. Et tout cela maintenant passe au niveau du rein. Donc la quantité d'eau qu'il faut prendre par jour, c'est 1,5 à 2 litres 5 par jour. Certaines personnes disent qu'il faut prendre de l'eau le matin, il faut prendre de l'eau avant de manger, ou ça dépend, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir prendre de l'eau et de façon graduelle. Parce pas seulement pour le rein, bien sûr. Non, pas seulement pour le rein. Pour tout l'organisme. Parce qu'en prenant les 5 litres d'eau qu'il recommande, vous allez accélérer le travail du rein et entraîner sa destruction rapide. D'accord. Donc, une hyperhydratation n'est pas bon pour l'organisme et pour le rein. Et une absence d'hydratation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'eau aussi, ce n'est pas aussi bon. Donc, il faut rester dans le juste milieu. 1,5 à 2 litres 5 par jour, c'est suffisamment bon. Mais c'est de l'étaler dans la journée et non de le prendre en un bloc. Merci pour cet éclaircissement, docteur. Avant de répondre à ma question, je vais laisser la nutritionniste placer un mot sur la consommation de l'eau. Pour compléter ce que le docteur a dit, en fait, la quantité d'eau que nous devons prendre doit être proportionnelle à ce que nous avons eu à évacuer, pas la transpiration et tout. Donc, quelqu'un qui fait par exemple une activité physique intensive ne va pas s'hydrater de la même manière que quelqu'un qui fait par exemple un travail de bureau. Voilà. Donc, c'est proportionnel au sueur en fait et à ce que nous rejetons. Voilà. Ok, docteur. Alors, je vais vous poser la question de savoir, il y a beaucoup de maladies du rein qui démarrent sans symptômes apparents, c'est-à-dire on ne remarque aucun signe. Qu'est-ce qui explique cette action silencieuse du rein au point de détruire carrément la vie de l'être humain? Ok, merci madame. Je pousse sur ce problème aussi. Non, toutes les maladies du rein ne démarrent pas de façon silencieuse. Parce que l'évolution du rein, les maladies, surtout, nous avons l'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, soit c'est aigu ou c'est chronique. C'est l'insuffisance rénale aiguë, c'est que ça démarre et en même temps, on sent ça et il faut agir rapidement pour pouvoir sauver ce rein. Est-ce qu'il y a des signes qu'on ressent automatiquement quand c'est aigu? Oui, il y a une fatigue qui est intense. Il y a la personne n'arrive plus à uriner, il n'urine plus ou il urine de petites quantités. Et c'est surtout ces signes-là qui orientent. Et quand il vient à l'hôpital, le médecin, il fait les examens qu'il faut, c'est-à-dire le bilan, et la créate, l'uricémie, et il voit que ces paramètres sont très élevés, preuve qu'il y a une souffrance au niveau du rein. Maintenant, si ce n'est pas ce cas, il y a une insuffisance rénale chronique. En ce moment, ça évolue en bas de la personne a l'habitude, soit il ne boit pas, la personne qui ne boit pas, par exemple, pendant des années, il ne boit pas, il est à 10 000 litres par jour, le rein n'a pas autant de quantité qu'il faut pour
faire, pour faire le travail qu'il faut. Donc, petit à petit, les néphrons vont commencer par mourir et cela va entraîner à bas bruit parce qu'on ne sentira pas. Ou la personne prend des médicaments ou son alimentation, il y a des molécules qui bloquent le fonctionnement du rein, ce qui fait que progressivement aussi, ce rein va mourir progressivement à bas bruit, on ne saura pas. Donc, c'est toujours révélatrice d'une maladie, d'une autre maladie, qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème au niveau rénal quand nous dosons la créatinine ou bien on fait une échographie rénale, on voit que le rein est en souffrance. D'accord. Alors, la deuxième catégorie, vous avez parlé d'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale chronique, c'est de ça que j'ai parlé déjà pour dire que c'est de façon progressive, chronique dans le temps que cela s'installe. Le rein perd progressivement sa fonction, mais sans réellement que la personne ne sente qu'il y a une maladie. Il se plaint d'autres choses ou bien il va se sentir parfois un peu fatigué, mais c'est passager, ça continue jusqu'au moment où on atteint le stade d'insuffisance rénale chronique. Et l'insuffisance rénale chronique survient surtout la complication, peut-être d'autres maladies, la personne qui a une insuffisance, qui a une souffre de la tension, ou la personne qui souffre du diabète, qui a déjà des difficultés au niveau sanguin, ça fait que progressivement, ou les drépanocytaires, ou des maladies, surtout la complication d'une autre maladie qui donne une insuffisance rénale chronique, ou une insuffisance rénale aiguë qui n'a pas été vite prise en charge, ça va évoluer parce que c'est une urgence, et si on ne le corrige pas rapidement, les néphrons vont mourir et le rein ne pourra plus jouer son rôle. Alors, à part l'insuffisance rénale aiguë chronique, est-ce qu'il y a d'autres maladies du rein? C'est les grands chapeaux. C'est les grands chapeaux. Les grands chapeaux. Et maintenant, on cherche maintenant les étiologies. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il y a entraîné cela? Donc, elles sont énormes. On ne peut pas toutes les citer, mais on sait que les deux volets, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Parce que le rein n'arrive pas à jouer son rôle de façon aiguë. Et il faut enlever l'obstacle rapidement et le rein reprend son rôle. Ou c'est chronique, c'est-à-dire il y a d'autres pathologies, comme j'ai dit, la tension, le diabète, il y a peut-être les dépendanticités, une mauvaise alimentation de façon continue ou une hyperactivité. L'hyperhydratation aussi peut entraîner au fur et à mesure une destruction du rein et donner in fine une insuffisance rénale chronique. D'accord. Alors, Réjeanne, comment améliorer la filtration du rein? Déjà, il faut faire attention à son alimentation, manger de façon équilibrée, diversifiée et s'hydrater convenablement. Ok. Alors, lorsque le rein est déjà fragilisé, comment adapter son régime alimentaire? Là, il faut se rapprocher des spécialistes, d'équipes médicales. Oui, les médecins avec les nutritionnistes vont s'occuper de revoir l'alimentation de l'individu. Est-ce que celui-là qui a le rein fragile déjà, est-ce qu'il a la possibilité de s'alimenter comme n'importe quel être humain ou bien il y a des interdits? Il faut une prise en charge personnalisée de chaque patient. On va voir selon les interdits que chaque patient a et l'adapter par rapport au contexte. De ce qu'il faut. Oui. Docteur, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, je dis comme pour l'insuffisance rénale chronique, c'est lié, soit c'est le diabète qui est à la base, ou c'est l'hypertension artérielle, ou c'est une maladie génétique, ou c'est une maladie liée au sang même. Donc, c'est les causes qu'il faut traiter. Et les causes, quand on prend par exemple l'hypertension artérielle, il y a des choses que la personne ne doit plus manger, il y a des choses qu'il ne doit plus, des comportements qu'il ne doit plus avoir. Donc, tout cela serait pris en compte et la diététicienne va maintenant, en fonction des pathologies qui existaient, proposer l'alimentation qu'il faut et ajouter aux médicaments pour que la personne puisse avoir une vie plus ou moins décente. Docteur, avant de vous poser une dernière question, l'expression « dis-moi comment tu urines, je te dirai comment se porte ton rein », ça vous dit quelque chose? Oui. Parce qu'on a souvent tendance à dire lorsque vous urinez, c'est ce qui est rejeté en tant que déchet. Ça explique clairement comment est-ce que se porte votre rein, s'il est plus foncé. Et en même temps, je m'en vais vous poser la question, quelle est la couleur normale de l'urine? La couleur normale de l'urine, c'est jaune citron. Jaune? Jaune citron. D'accord. Vous pouvez essayer de l'orienter par rapport à quelque chose? La couleur jaune, pas foncée. Pas foncée. Mais c'est, vous voyez l'habit
De Réjeanne? De Réjeanne, oui, c'est une couleur pareille. D'accord, donc quand l'urine est foncée, il faut déjà avoir un tic et se rendre à l'hôpital, c'est ça? D'abord, commencez par boire de l'eau. Parce que quand l'urine est concentrée, ça veut dire que le volume sanguin qui doit être filtré n'est pas... C'est pas ça qui est fait. Ce qui fait que c'est progressivement que ça sort goutte à goutte pour venir au niveau de la vessie et être évacué comme urine. Ce qui fait que c'est concentré. D'accord. L'homme doit uriner combien de fois par jour? Ça dépend de chaque corps et de l'habitude de la personne. Est-ce que c'est possible de goûter son urine? Oui, parfois c'est conseillé. Parfois, parce que quand l'urine est salée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui se passent. Que l'urine est sucrée, c'est qu'il y a beaucoup de sucre et ça oriente vers un diabète. Donc on peut goûter l'urine, mais ça ne veut pas dire qu'il faut boire l'urine. Certes, il y a des thérapies, il y a des courants qui disent que l'urine fait bien. Moi, je ne le conseille pas. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Merci, Réjeanne. Je vous retrouve juste après ceci. Chers invités, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre entretien. Réjeanne, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui nous suivent en guise de conclusion? Je vais conseiller à tout le monde de faire davantage attention à son alimentation, de diversifier l'alimentation et de prioriser les repas faits maison. Là, on maîtrise mieux la composition, on peut mieux voir la quantité de sel et tout. Et d'huile qu'il y a voilà, qu'on met dans les repas. Et tout. Docteur? Oui, mais ce que je dirais à la population, c'est de boire de l'eau. De boire de l'eau et pour avoir l'habitude de boire de l'eau, d'avoir des petites gouttes dans son sac. Surtout les femmes, elles ont toujours de gros sacs, mettre un peu de l'eau dedans. Les hommes, quand on est au bureau, avoir de l'eau et de temps en temps avoir le réflexe de boire de l'eau. Non seulement ça nous permet d'avoir une bonne digestion, mais ça permet une bonne perfusion du rein. Et si nous remarquons que... Les tisanes peuvent remplacer l'eau? Les tisanes peuvent remplacer l'eau. Mais il ne faut pas aussi en abuser. Parce que nous ne connaissons pas tout le temps ce qui est constitué, c'est le constituant des tisanes. Il y a des tisanes qui sont diurétiques. C'est-à-dire qui forcent, qui amènent à ce qu'on urine beaucoup. Ce qui n'est pas bon parfois pour l'organe. Donc la prise de tisane ne constitue en rien un danger. C'est ce qu'il faut retenir. Ça ne constitue en rien un danger pour l'organisme. Mais il faut juste maîtriser la dose. La dose, il faut maîtriser ce qu'on prend et les constituants, ce qu'on est en train de prendre. Donc il faut boire de l'eau. Et quand on remarque que ces urines sont trop foncées, soit on boit de l'eau ou on va quand même voir le médecin pour lui dire « Ah, depuis un temps, je remarque que mes urines sont trop foncées, qu'est-ce qui se passe ?» Et le médecin va voir pour savoir. Si aussi on a quand en voulant uriner, on urine de petites quantités ou parfois même on n'urine pas du tout en une journée, 48 heures, il faut se rendre à l'hôpital pour dire « Ah, docteur, depuis 48 heures, je n'ai pas uriné, je ne sais pas pourquoi. » Parce que sûrement, il y a quelque chose qui se passe au niveau rénal. D'accord, merci beaucoup, docteur. C'est la fin de cette émission. Retenez qu'il est important de boire régulièrement de l'eau pour éviter la déshydratation et la formation de calculs urinaires. Avoir une activité physique régulière pour ne pas être en surpoids. Bien sûr, il ne faut pas fumer car les substances présentes dans la fumée de cigarette sont très nocives pour les vaisseaux sanguins et donc pour le rein. Merci à vous de nous avoir suivis et à mardi prochain pour un autre entretien.